Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, le dernier pay-per-view de l'année 2014, même si encore une fois, il m'en manque deux, je crois, en année 2014. Oui, je crois que c'est ça. Et sans trop tarder, je vais vous montrer le pay-per-view en question. Survivor Series 2014, avec comme autorité Triple H, Stephanie McMahon, face à Team Cena, composé de John Cena, le capitaine, et le retour de cet individu que vous connaissez bien tous. Il s'agit bien de Sting. Et voilà, mais en tout cas, c'est un show vraiment exceptionnel. Et si vous voulez, on va dire, savoir pourquoi ou pour quelle raison, je vais vous citer tout ça. C'est un peu mon but. Et là, on voit tout. Et qu'il est en français, il dure 3h03. Donc, Wyatt Ambrose, l'entrée de Cena, l'apparition de Sting, encore une image de Sting, et l'autorité déchue. Oui. Donc, je vais citer les matchs. Tout d'abord, si je crois bien, deux qui n'en figurent pas du tout sur la carte, je crois. Parce que je vois qu'il y a des extraits. Par exemple, Bad News Barrett fait son retour. Et beaucoup plus dans ce bonus. Et que là, il y a deux matchs qui ne figurent même pas sur la carte. Mais ça, je vais quand même citer. Fandango, qui est accompagné par Rosa Mendes, contre Justin Gabriel. Alors, à savoir, sur Fandango, il a carrément changé de gimmick. À la place d'une gimmick... quelqu'un qui préfère danser avec des strass et paillettes, les hautes scènes bien décorées, vu comment c'est un peu comme Danse avec les stars, il a plutôt arrêté d'utiliser cette gimmick pour se concentrer sur le tango. Oui, Fandango danse le tango avec Rosa Mendes. Donc il a carrément changé de style de danse et de gimmick. Et que pour moi, sans trop tarder, c'est victoire de Fandango sur Justin Gabriel. Direct, je le dis directement, car il le back la descente de la cuisse de la troisième corde. Car le match a été très rapide. Et après, un autre qui ne figure même pas sur la carte, Jack Swagger contre Cesaro. Et que Jack Swagger était toujours accompagné par Zeb Colter, n'est-ce pas? Quelle descente en chute libre pour Cesaro. Car nous qui aurions préféré de le voir encore monter en puissance. Et que finalement, il a été, on va dire, mis dans un genre de mid-card ou bad-card, quelque chose comme ça. Vu comment il se retrouve dans le kick-off. Et la chose la plus assez étrange, c'est que ils l'ont plus du tout fait collaborer avec Paul Heyman. Alors que Paul Heyman peut le rendre over, tout simplement. Il peut le rendre Cesaro meilleur que jamais, grâce à un soutien de Paul Heyman exactement. Et que là, de le voir comme ça maintenant, ça nous fait un petit peu de la peine à voir. Et que le match a été ultra rapide et que ça a enchaîné par tous côtés. Et sans trop le décrire, c'est victoire de Jack Swagger par un Patriot Lock, qui est un Ankle Lock, et qu'il fait abandonner Cesaro. Quelle drôle de victoire aussi pour Jack Swagger, vu comment lui, pendant ces temps-ci, il a pas mal jobé, et que il retrouve une victoire. Alors, est-ce que c'est mérité ou non? Ça, je ne sais pas en dire plus. Voilà, quoi. Pour le match entre Fandango et Justin Gabriel, je sais pas si je l'ai dit, mais je lui mets un 3,10 et que celui-là, un 3,20. Après, pour la carte principale, promo entre l'autorité et la Team Cena avec Vince McMahon. Oui. Vu comment il y a une longue discussion et que on connaît l'étendue du jeu, si la Team Cena perd,
eh ben, les membres de la Team Cena que sont Dolph Ziggler, Ryback, ouais, Dolph Ziggler, Ryback, qui encore le Big Show et encore un autre type. Ah ouais, Eric Rowan. Donc si jamais ces quatre-là échouent, eh ben, ils seront virés, ils n'auront plus d'emploi. Mais si jamais l'autorité perd, eh ben Vince Kane, Triple H et Stephanie McMahon seront licenciés et relevés de leurs fonctions de la compagnie. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, enfin, peut-être pas tout à l'heure, je l'ai peut-être pas dit, qu'est-ce que je raconte? Peut-être que je disais avant de tourner cette vidéo et que je me suis dit en moi-même, certes, c'est du kayfabe, mais ça fonctionnait tellement bien. Car la storyline entre l'autorité et la Team Cena, certes, elle n'est pas si énorme que ça, mais que j'avais apprécié le sacré coup de pression et qui va partir, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ouais, parce que grosse confrontation après le main event. Et que pour une fois, ben, Monsieur McMahon n'est plus aussi d'accord avec sa fille. Bien sûr, on sait bien qu'il a longtemps chouchouté, mais que dans la storyline, elle le considère un peu comme, celle qui en fait des tonnes, tout simplement. Et que j'ai pas non plus tous les mots pour vous décrire tout ça. Et que c'est la fin de cette promo, et que maintenant, ben, le match de la carte principale, ben, je vais vous citer. C'est un match à 4 par équipe. Donc, le Miz et Damien Sandow, qui se faisait appeler Damien Mizdo, vu comment il se fait appeler la doublure de The Miz. Ouais, la doublure du Miz. Et qu'ils affrontent ben, les Usos, Goldust et Stardust et Los Matadores. Donc, oui. Jimmy et Jay et Fernando et Diego. Et comme disait très bien Christophe Ajus, quelle part chocolatée entre les Los Matadores, Pepito, Granola, Twix ou Mars. Ça, c'est ce qui m'avait buté quand il avait dit ça. Et je me rappelle tellement bien, tellement bien. Bon, ça allait à 1000 à l'heure. Je vous le cache pas, ça allait à 1000 à l'heure. Et pourtant, malgré que ça partait à 1000 à l'heure, pas le temps de cligner les yeux et pas le temps de tout décrire aussi ce qu'il y avait dans le match, vu comment il s'est passé des trucs de fou. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est du finish. Parce que vu comment ça s'enchaînait des prises par-ci par-là, et que ce serait très long à expliquer. Donc, je me rappelle un frog splash, enfin, un splash de l'un des deux Usos, que ce soit Jimmy ou Jay. Changement entre Jimmy ou Jay avec le Miz, et que le Miz fait un Skull Crushing Finale. Et c'est à ce moment-là où Damien Mizdo fait le tag avec le Miz pour remporter les matchs. Vu comment il fait le tomber. Qu'est-ce qui me faisait rire, franchement Damien Sandow. Lui, en train d'imiter le Miz, même sans lever la voix, il imite même sa façon de parler. Même quand il catch. Ah putain. Et qui combat un homme invisible. Donc, il nous fumait de rire. Hein. Ça se voyait que la comédie et l'imitation, ça lui connaît, ça le plaisait énormément bien. Et que nous, on prenait du plaisir à se marrer quand il essayait d'imiter le Miz. Mais bon, voilà. Ce match-là, il était vraiment fun et bon à regarder, malgré que, on va dire, c'est pas non plus du très haut niveau. Mais faut dire, quand ils essaient de tenter des prises à 1000 à l'heure, ça peut être du haut niveau, malgré que ce n'est pas non plus du 5 star. Voilà. Donc ce match-là, je mets 3,5, car j'ai bien apprécié, vraiment bien apprécié. Alors, match des divas de 4 contre 4, et bizarrement, ça aurait pu être 5 contre 5. Donc, l'équipe de Natalya contre l'équipe de Paige. Dans l'équipe de Natalya, ben, y a Natalya
simplement elle, vu comment c'est la capitaine, avec Alicia Fox, Emma et Naomi. Et que Natalia est accompagnée par son mari, qui est Tyson Kidd. Tandis que Paige, elle a comme partenaire Cameron, Leila et Summer Rae. Ouais. Donc c'était pas dingue le Survivor Series, enfin traditionnel, on va dire ça comme ça, le Survivor Series traditionnel du show pour être la dernière ou dernier survivant. C'est plus du côté des femmes que du côté des hommes, parce que sachez que du côté des mecs, c'est du lourd. Je vais pas vous le cacher, ça restera toujours du lourd. Et surtout dans ce show-là, il y a du lourd qui nous attend vraiment. Et que je crois que l'une des deux équipes va se faire éliminer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Natalia et Paige. Je pense, hein, mais tout ce que je sais, c'est que l'une va perdre face à un sharpshooter. Ouais, peut-être que c'est soit Paige ou Summer Rae qui a été éliminé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est victoire de l'équipe de Natalia. Et voilà, quoi, c'était pas non plus si incroyable que ça, mais je lui mets un 3,20. Voilà, sans plus, je mets un 3,20. Ensuite, match suivant. Oui. Bray Wyatt contre Dean Ambrose. Alors, petite histoire. Vu comment Dean Ambrose n'avait pas fini sa rivalité avec Seth Rollins, et que on sait bien qu'ils se sont battus dans un Hell in a Cell, et que Dean Ambrose voulait faire le même traitement que lui avait fait Seth Rollins lors d'un épisode de Raw, en le mettant écraser la tête dans les blocs de ciment, ou du parpaing si vous appelez ça comme vous voulez, ça allait exactement être le cas pour Rollins, mais Rollins a trouvé un moyen pour s'en sortir, vu comment, sans prévenir quelqu'un, il a, on va dire, un petit aide. Faut dire, il a toujours un sacré coup d'avance, mais c'est là où Bray Wyatt, il fait son apparition et qu'on entendait des murmures comme un rituel satanisme, ou des murmures de bruit de fantômes, et qu'on voit une lanterne sur le ring avec un hologramme de la lumière de Bray Wyatt. Et après, des fumées surgissent et qu'il attaque par surprise Dean Ambrose, et qu'il fait gagner la victoire à Seth Rollins, et qu'il fait un Sister Begel. Et que l'histoire mise que Dean Ambrose a eu une vie et une enfance tragique. Pas parce qu'il a connu le drame, non, c'est pas du tout ça ce que je voulais dire, mais il a vécu une enfance difficile, comme quoi il vivait dans des logements publics, ça veut dire qu'il vivait, on va dire, dans les maisons des gens, parce qu'ils n'avaient pas de maison, la famille de Dean Ambrose. Ils n'avaient pas non plus beaucoup d'argent aussi, donc oui, ils étaient très pauvres. Dean Ambrose était pauvre, et que aussi il devait faire ce qui semblait être logique pour s'en sortir. Par exemple, faire du deal avec les dealers plus âgés que lui pour vendre de la drogue dure ou moyen. Parce que si jamais il faisait pas ça, il y avait des chances qu'il se faisait battre à mort. Et qu'une fois, il raconte que lorsque on lui avait agressé pour de l'argent qu'il avait sur lui, il se promenait toujours avec un coup de poing américain, et que chez nous, on appelle ça un casse-gueule. Donc oui, il se battait constamment dans sa ville pour s'en sortir. Et qu'il avait aussi un petit groupe avec lui pour voler les voitures. Oui. Donc, Dean Ambrose, c'était un petit voyou, et que c'était un gangster. Bien sûr, il a fait ça, c'était juste pour le principe de s'en sortir, mais c'est loin d'être le mauvais mec au monde, vu comment on l'adore son côté anarchiste. Et avant que je poursuive, je vais faire un besoin pressant, donc on se rejoint à tout de suite. Donc voilà, je suis revenu. Donc je disais par rapport à la rivalité entre Dean Ambrose et Bray Wyatt, vu comment on raconte un peu
l'enfance et la vie tourmentée de Dean Ambrose, comme quoi il avait un passé de délinquant, et que je crois qu'on parlait même du père de Dean Ambrose, comme quoi il avait déjà été en tôle, peut-être pour agression, pour vol à main armée, alors que Dean Ambrose, lui, il avait ses potes pour voler dans les voitures, que ce soit des clubs, des jetons de casino, ou même de l'argent s'ils avaient dans leur caisse, et aussi une voiture, et que il le raconte dans une interview avec sa femme Renee Young, ou Renee Paquette, et que je crois que c'est même marqué dans sa biographie aussi, et qu'il le dit, qu'il ne s'en cache pas, qu'il avait eu, on va dire, un passé tourmenté, et qu'il s'est sorti grâce au catch. Donc il a réussi à s'en sortir grâce à ce qu'il a fait du catch, et qu'on sait qu'il a déjà été à la CZW, où il a fait des combats très très violents. Dommage, j'ai pas vu, enfin, si j'ai vu tous les matchs, mais j'ai pas non plus tout vu en DVD, les matchs de Dean Ambrose en tant que John Moxley à la CZW. Donc malheureusement, ben, j'ai pas le DVD pour vous décrire tout ça. Même si j'ai déjà vu sur YouTube tous les matchs de John Moxley à la CZW, parce qu'il faut dire, j'avais un peu adoré, malgré le démoglobine qui en dégageait dans les matchs. Parce que oui, c'est très 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 sanglant, la CZW. Jusqu'à ce qu'il devienne au top à la WWE, malgré que la WWE n'a pas donné énormément, trop de chance à Dean Ambrose. C'est un peu pareil avec Wyatt. Hein. Donc que ce soit Dean Ambrose ou Bray Wyatt, c'est les deux quasiment similaires. Et que lorsqu'ils font leur entrée et que la cloche sonne, eh ben, ils se rendent directement sous la gueule. Dean Ambrose veut prouver qu'il est plus fou que Wyatt, et que Wyatt prouve qu'il est très humaniste par rapport à cet anarchiste. Vu comment, comme il le dit si bien, il tient vraiment le monde dans ses mains. Tandis que Dean Ambrose, lui, il veut le pouvoir dans ses mains. Et que je me rappelle qu'il a imité l'exorciste du coin. Donc en faisant l'araignée à l'envers. Et qu'après, ben, il y avait pas mal d'attaques à l'extérieur, même dans le ring, jusqu'à ce que Dean Ambrose, je crois qu'il s'empare d'une chaise, et que Bray Wyatt, si je crois bien, il prend un micro où il disait pourquoi tu fais ça, mec On dirait qu'il essaye de se convaincre, et de le convaincre de ne pas faire l'irréparable, ou encore de ne pas trop disjoncter, car vu comment on sait que Dean Ambrose disjoncte à chaque moment, à chaque instant dans les matchs, c'est le charisme du personnage. Et que, si je crois bien, il arrête de coopérer dans le match pour se battre, mais il coopère au micro. Tandis que Dean Ambrose, lui, ne se pose pas de questions. Que ce soit de la coopération, il s'en moque complètement. Lui, c'est la bagarre, point, c'est tout. Et qu'il le frappe avec un coup de chaise. Donc, il perd par disqualification. Et il commence à allumer Wyatt. Donc, oui, il commence à l'allumer. Jusqu'à ce que c'est lui qui a le dernier mot. Et peut-être que je l'avais déjà dit que Dean Ambrose avait déjà battu Bray Wyatt lors d'un épisode de Raw. Ah non, non, peut-être un épisode de SmackDown. Pourquoi j'allais dire Dean Ambrose contre Dean Ambrose? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi de ma part. Mais je crois qu'il a déjà battu. C'est vrai qu'une fois j'avais dit qu'il a peut-être jamais battu, mais je pense que j'ai fait une terrible erreur. Je crois qu'il a déjà affronté et qu'il a déjà battu une seule fois, mais sinon ils sont pas mal affrontés durant pas mal de temps, quoi. Donc c'est victoire de Wyatt par disqualification. Et ce match-là, je lui mets 3,40. Voilà, 3,40. Je poursuis, bien sûr.
Alors, Adam Rose qui fait équipe avec The Bunny, donc le lapin, contre Slater Gator. Donc, équipe composée de Heath Slater et Titus O'Neil, et qui sont généralement accompagnés par Hornswoggle en tant qu'alligator. Oui. Donc, vu comment Adam Rose est toujours accompagné par les Rosebuds, donc les boutons roses, eh ben, il s'est un petit peu senti voler la vedette par le lapin. Vu comment le lapin, il sort de nulle part, il commence à étonner son monde, peut-être à faire une bonne impression, et que, encore une fois, on ne sait pas qui se cache derrière le costume du lapin. C'est le plus gros mystère. C'est le plus gros mystère jamais gardé. Peut-être si vous saviez qui c'est, je serais curieux de savoir et j'irai voir sur Wikipédia si c'est vrai ou si c'est faux. Et que Adam Rose, ben, c'est lui qui commence en premier match. Et qu'après, lorsqu'il fait le changement avec le lapin, ben, c'est là où le lapin se défoule, il se déchaîne. Et si je crois bien, sans faire le relais à Adam Rose, eh ben, il bat quand même les Slater Gators. À lui tout seul, je crois. Et à la place que Adam Rose repart avec les boutons de rose, eh ben c'est le lapin qui part avec les boutons de rose. Donc les mecs adorent faire la teuf. Donc il s'est senti voler la vedette, il s'est senti mis de côté. Et ça lui a vexé, tout simplement. Ça lui a vexé. Il s'est, on va dire, pas beaucoup trop rien passé dans ce match, si ce n'est que des changements rapides, des petits moments sympas, notamment ben, la fourie du match, quoi. Mais il n'y a pas, on va dire, grand-chose d'explosif. Voilà, quoi. Donc ce match-là, allez, je lui mets un 3,20. Voilà, je mets un 3,20. Et maintenant, match pour le titre des divas. Entre Nikki Bella contre AJ Lee. Alors, vu comment Nikki Bella elle a battu sa sœur Brie Bella, pour que Brie Bella soit, on va dire, sa nouvelle assistante pour Nikki Bella, et que Nikki Bella manquait constamment de respect envers sa sœur, notamment en lui jetant du café au visage, en le traitant comme une merde sous sa chaussure, parce que oui, c'est un peu comme si c'était quelque chose assez indécent et condescendant. Et que ben nous, on n'avait qu'une seule idée en tête, ben qu'elle le trahit, qu'elle prouve qu'elle n'est pas si faible que ça, et qu'elle l'emmerde. Eh ben non, elle continue à subir des mots d'oiseau assez, assez exagérés, et que ça la permet, on va dire, à Nikki Bella de remporter, je crois, une bataille royale. C'était un spécial Halloween, je crois, où elle remporte la bataille royale pour avoir un match de championnat contre la championne. Et également, elle va remporter. Et ça va, on va dire, leur mener au Survivor Series. Et que après ça, je vais peut-être vous citer ce qui s'est passé, parce que je vais vous dire, le match, il est très rapide. Oui, très très rapide. Pas le temps de cligner des yeux. Et qu'il n'y a pas le temps de savourer pour que ça dure très très longtemps. Parce que même moi, quand j'ai regardé, j'ai même pas eu le temps de cligner des yeux, de savoir ce qui va se passer. Car la cloche sonne. Brie Bella, elle est aux abords du ring. Et que AJ Lee demande qu'est-ce qu'elle fout là, descend, t'es pas censé être aux abords du ring. Et c'est là où elle le chope AJ Lee et qu'elle l'embrasse sous la bouche. Oh. Là, franchement, je m'y attendais pas du tout à cette période-là. Parce que oui, à la période 2013 et 2014, tous les pay-per-view étaient tous en français, commentés par Philippe Chiraud et Christophe Ajus, que ce soit sur AB1 et AB3. Donc c'est sûr, on avait encore de la chance de regarder les pay-per-view en direct. Et quoi vous dire,
si ce n'est que le pay-per-view, ben, tout simplement incroyable. Tout ce que j'ai à dire, c'est incroyable. Et que ce match-là, il est très rapide. Et que Nikki Bella perd pas de temps en lui donnant un coup de coude dans le visage. Et qu'elle fait un torture rack modifié. Donc elle remporte le match. Et en gros, on a compris. Brie a aidé sa sœur à remporter le match. Elle, qu'elle s'est fait plutôt insulter, qu'elle s'est fait moquer. Elle, elle a été, on va dire, entre guillemets, agressée verbalement, même si c'est un peu le même terme, mais moquée, humiliée, et que on se rappelle de la promo lors d'un épisode de Raw où Nikki dit à Brie, t'aurais dû mourir à l'accouchement. Et quand on entend ça, on se dit, putain, mais c'est une connasse. Et elle a l'audace de dire ça sérieusement. Souhaiter la mort de sa sœur. C'est... j'ai pas les mots pour vous décrire. Malheureusement, je ne sais pas comment vous décrire. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai pas apprécié cette réponse. Même si, encore une fois, on sait qu'entre les deux sœurs, on sait bien qu'ils s'adorent, qu'ils s'aiment comme des vraies sœurs. Donc, encore une fois, c'est une kayfabe. Mais à l'époque, on détestait Nikki Bella, alors qu'elle était censée être la pure face avec sa sœur. Et que maintenant, ben, ça en fait deux heels. Donc en gros, ils se sont rabibochés. On a compris le délire. Ouais. Donc c'est Nikki Bella, la nouvelle championne. Et ce match-là, ben, 3,10, tout simplement. Car franchement, l'issue de ce match, je ne m'attendais pas du tout. Qu'il y aurait, on va dire un genre de trahison. Et de retournement de veste aussi. Quand je dis retournement de situation, ben c'est un peu comme si tu retournais ta veste. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Et je crois que j'ai assez tout dit, même si j'ai pas forcément tous les mots pour tout vous décrire. Voilà. Donc maintenant, passe au main event. Un match 5 contre 5 traditionnel des Survivor Series. Et l'un des deux camps va perdre leur boulot. De l'autre côté, ben, les 4 membres de la team Cena. Et de l'autre côté, ben, l'autorité même. Voilà. Donc je vais vous citer les noms des équipes. Dans la team Cena, ben, vous savez bien qu'il y a John Cena, Dolph Ziggler, Ryback, Eric Rowan et le Big Show. Et dans l'équipe d'autorité, ben, le capitaine Seth Rollins, vu comment John Cena c'est le capitaine, avec Kane, Luke Harper, Mark Henry et Rusev. Et en tant qu'accompagnateur, eh ben, il y avait Jamie Noble, Joey Mercury, donc la J&J Security, avec Lana, Stephanie McMahon et Triple H. Tout simplement. Voilà les accompagnateurs. Et je vais vous citer la stipulation concernant qui va être viré. Donc, de toute façon, il y en a un des deux camps qui va perdre leur boulot. Le gagnant, ben, il prend tout, justement. Si jamais l'autorité perd, vous savez bien qu'il y en a qui vont perdre leurs emplois. Par exemple, c'est plus connu. Triple H aurait été licencié en tant que COO, donc chef des opérations. Kane aurait été licencié en tant que directeur des opérations. Et Stephanie McMahon serait licenciée en tant que l'une des principaux propriétaires de la WWE. Et du côté de John Cena, bien sûr, John Cena ne sera pas viré, mais ses partenaires, oui. Et que je me rappelle qu'il y avait des scènements de motivation entre les deux camps, que ce soit de la team Autorité et de la team Cena. Mais en tout cas, ça se motivait pour éviter qui sera viré, quoi. Et que je me rappelle des intimidations de la part de l'autorité. Et que je vais un peu vous faire rappeler l'histoire. Tout d'abord, pourquoi John Cena, qui a été choisi pour affronter l'autorité? Alors tout simplement, je vais vous dire un truc. C'est parce que Daniel Bryan, lui qui était censé de combattre l'autorité avec son équipe ou tout seul,
Eh ben, vous savez bien qu'il est blessé, qu'il devait se faire opérer à cette période-là. Dean Ambrose, vu comment lui aussi il aurait pu être choisi, mais il a décidé, enfin, la WWE a décidé qu'il affronte Bray Wyatt. Donc il est occupé avec Bray Wyatt, il ne peut pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Ou encore Roman Reigns, vu comment Roman Reigns il a encore des comptes à régler avec Seth Rollins, mais que lors d'un épisode de Raw, eh ben, il a été blessé au niveau du foie, je crois, Roman Reigns, et qu'il a même failli en mourir, donc il a dû se faire opérer d'urgence. Et du coup, ben, il n'a pas su être ajouté dans les storylines. Et que je me rappelle, si je crois bien, lors de l'épisode, enfin, lors de ce show, parce que lors d'un épisode de Raw, il nous donnait quelques petites nouvelles, mais lors du show, eh ben, il nous donne des nouvelles, que ce soit Raw ou SmackDown et Survivor Series. Il nous donne de ces nouvelles et il dit lorsqu'il va revenir, ça va pleuvoir des Superman Punch et que il va revenir encore plus fort qu'avant, ce qui est vrai. Donc vous voyez, il n'y a pas 36 solutions que les mecs reviennent alors qu'ils sont blessés. Donc ils ont préféré choisir John Cena. Et vu comment John Cena, il avait aussi un peu de la pression par rapport à l'autorité, et qu'ils ont même failli l'autorité à leur rendre Cena méchant, un méchant qu'on n'oserait jamais le voir auparavant, et qu'ils ont fait aussi pas mal de chantage par rapport à John Cena, mais aussi à Dolph Ziggler. Par exemple, convaincre Dolph Ziggler à rejoindre l'autorité, une offre que Ziggler refuse, et que après, ben, on sait bien qu'il se fait tabasser par les membres, que ce soit la JNG Sécurité, Seth Rollins ou les membres de la Team Autorité, mais que malgré qu'il s'est fait tabasser, ben, il est toujours là, malgré tout, et il sera là dans le match, et qui nous livre une prestation et une performance magnifique. Et d'ailleurs, Dolph Ziggler n'est pas le seul aussi, vu comment Ryback également a failli être manipulé par l'autorité, vu comment l'autorité joue sur John Cena, qui lui avait, on va dire, ouvertement foutu de sa gueule, ou manqué de respect, appelez ça comme vous voulez. Eh ben, ils ont voulu engrainer Ryback. Mais un truc que Ryback, il faut savoir, c'est que ce soit dans le camp de Team Cena ou Team Autorité, lui, il est de la Team Ryback. Donc en gros, c'est une équipe à lui tout seul. Et que ben, il n'a pas le choix d'être allié à John Cena. Donc il n'a pas le choix, même si il n'a aucune envie de faire équipe avec lui. Et après, ben, je me rappelle qu'ils avaient aussi recruté Sheamus, mais sauf que Sheamus, il a été agressé par Mark Henry. Et du coup, ben, ils ont préféré ben, choisir Monsieur Jean-Michel Feistern, le Big Show. Ouais. Et que je sais que Jean-Michel Hilton n'est pas si loin que ça. Voilà, vous avez au moins compris. Car ce qui va arriver par la fin, ça concerne justement le Big Show. Ouais, ça concerne justement lui. Et Eric Rowan, mais vu comment lui il a été libéré par Bray Wyatt, pareil pour Luke Harper, eh ben, ils essayent de percer en solo, notamment Eric Rowan en tant que face, et aussi ça concerne Luke Harper en tant que heel. Vu comment Eric Rowan, ben, lui, son passe-temps ou à savoir sur ce personnage, c'est que c'est quelqu'un, on va dire, entre guillemets, intelligent, qu'il a un QI largement supérieur que les autres. Il est doué aux échecs, il est doué au Rubik's Cube, il est doué aux énigmes. Il est aussi doué, si je crois bien, à jouer de la guitare. Ça, c'est ce que je me rappelais. En plus, c'est vrai, je me rappelle qu'on disait ça de lui. Ouais, bon. Il a été ajouté dans la Team Cena quand même. Je crois peut-être que j'ai déjà fait le tour sur ça, vu comment il y avait de l'intimidation et tenter que John Cena ben, perd lors du Survivor Series, et que, encore une fois, John Cena, il allait se débrouiller tout seul,
mais il va pas s'en sortir tout seul. Mais bon, passons au match. Les deux camps rentrent sous le ring. Je crois que c'est la Team Autorité qui rentre en premier. Et après, ben, c'est la Team Cena qui rentre en deuxième. Et ce qui va se passer, en tout cas pour Mark Henry, ça va être court. Oui, car je me rappelle qu'il se motivait tout seul, vu comment Triple H et Stephanie McMahon le motivaient. Donc les paroles de motivation. En disant, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Et qu'après, ben, ils font tête baissée la première. Et il se fait accueillir par un cow punch. Un one punch show. Et du coup, ben, le Big Show, il fait le tomber sur Mark Henry. Et il bat ce dernier, quoi. Donc, c'est le premier éliminé. En tout cas, il aura servi à pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a foncé tête baissée sans réfléchir. Voilà, quoi. Donc, un premier élimination du côté de l'autorité. Et maintenant, ben, il y aura, on va dire, un autre éliminé. Mais cette fois-ci dans la Team Cena. Car je me rappelle, ça tournait dans le match. Des bagarres, bagarres, bagarres. Que de la bagarre. Jusqu'à ce que, si je crois bien, il y avait des changements rapides entre Dolph Ziggler, John Cena et aussi Ryback. Et que dans l'équipe de l'autorité, il y avait Rusev. Oui, la brute bulgare, le plus invincible de la WWE, qui n'a toujours pas perdu et que on sait que il n'est pas prêt de perdre pour si peu. Et que si je me rappelle bien, avec un match kick, il arrive à battre Ryback. Vu comment Ryback, il avait justement tout l'avantage du monde. Il avait, on va dire, ben, le dessus, notamment avec le hashtag Marie-Antoinette Style. Donc en gros, une lariat Tony Truant. Donc oui, les lariats qu'il fait sont très très explosifs et hyper séchants. Mais sauf que par la distraction de l'un des membres de la Team Autorité, et que ça permet à Rusev de prendre l'avantage et de faire un match kick et de remporter le match. Enfin, remporter. Non, parce qu'il remporte pas le match, mais en tout cas, Ryback, eh ben, il se fait éliminer. Donc ça fait 2 éliminés, donc ils sont à 2 partout, balle au centre. Et après, ben, qui va être au charbon? Si je crois bien, celui qui va être envoyé au charbon, c'était soit Eric Rowan ou Dolph Ziggler. Car je sais bien que Dolph Ziggler va passer un moment avec Rusev. Et non, pas pour l'inviter à dîner, mais pour tout simplement l'affronter, pour voir à quoi ça peut donner, même si on sait que lors des épisodes de Main Event ou de SmackDown, ça a toujours été Rusev qui dominait de la tête et des épaules. Mais bon, ça, on voyait ça des kilomètres, hein. On voyait ça vraiment des kilomètres. Et que si je me rappelle bien, c'était lors de l'extérieur du ring, près de la table des commentateurs. Ou si je crois bien, ben, la J&J Security, ben, ils font le ménage pour débarrasser le terrain pour la table des commentateurs, placer Dolph Ziggler, tandis que Rusev, frais comme un gardon, comme on dit, il est frais, dispo, eh ben, il court et il saute comme s'il était à la piscine pour écraser Dolph Ziggler. Donc ça veut dire qu'il s'écroule tout seul, et du coup, ben, Dolph Ziggler, malgré qu'il est épuisé et qu'il en peut plus, ben, il remonte, il essaie de remonter plus vite sur le ring, une chose qu'il va faire, tandis que Rusev, il est à la traîne, même s'il se fait aider par Joey Mercury et Jamie Noble à le faire monter au ring, mais c'est trop tard. Donc Rusev aussi a été éliminé. Alors sachez un truc, même si Rusev a été éliminé, ce genre de finish pour lui, ça le permet de pas se faire enterrer pour si peu. Donc en gros, ça le protège. Et ça, ben, la WWE l'a évidemment compris. Pour les plus attentifs qui auront vu ce match, et surtout à l'époque, ceux qui l'ont vu le show en direct, comme moi je l'ai vu, parce que faut dire, j'ai tellement adoré ce show, et que je voulais avoir ce DVD, que finalement ben, je l'ai eu, et que ça me rappelle des bons vieux souvenirs. Je vous le cache pas, ça me faisait rappeler des bons vieux souvenirs.
Donc, pour les plus attentifs, sachez que ça protège Rousseff pour éviter qu'il perde par finish, que ce soit par tombée ou soumission. Donc, c'est le seul moyen. Et après, si je crois bien, ça va se jouer entre frères, oui. Entre Eric Rowan et Luke Harper. Vu comment il se bagarre, il se bagarre, il se bagarre, un coup de poing, un coup de poing, même des prises surprises. Et qu'il y a un magnifique spinny hell kick renversé de la part de Eric Rowan. Et aussi un splash, si je crois bien. Tandis que Eric Rowan. Luke Harper, lui, il s'est lancé dans les cordes comme un luchador. Pas en faisant des springboards et des slingshots, non. En gros, il fait un genre de flip en étant aux abords du ring et en s'élançant des cordes, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce coup-là, mais en tout cas, il a fait comme un luchador faisait lors des matchs. Vu comment, on va dire, techniquement parlant et logiquement parlant, statistiquement parlant, ben c'est Harper qui a l'avantage, hein, tout simplement. Et si je crois bien, il était champion intercontinental. Normalement, je ne dois pas faire d'erreur, mais il a été champion intercontinental. Et si je crois bien, malgré les bonnes prises et la résistance de Rowan, il ne va pas durer longtemps, car et Luke Harper, oui, Luke Harper, celui qui a des yeux derrière la tête et qui a des yeux partout, vu comment son thème d'entrée et l'image d'entrée, eh ben, il a des yeux partout, il nous voit tout. Nous, on le voit pas, mais lui, il nous voit. Eh ben lui, il a vu une ouverture en faisant un tornado clothesline. Donc un coup de la corde à linge en tournant sous soi-même. Donc il élimine Eric Rowan. Et si je crois bien, on n'est plus que 3 contre 3. Voilà, c'est ça. Peut-être que je vais un petit peu m'hydrater. Donc on se rejoint tout de suite parce que à force de parler, je suis assoiffé. Donc à tout de suite. Donc oui, voilà, je repoursuis. Comme je dis, ils sont plus que 3 contre 3. Donc ils sont plus que 6. Des deux camps de toute manière. John Cena sait bien qu'il a un rôle à jouer, donc il combat quand même. Donc que ce soit Harper, Rollins ou Kane, ça le met complètement égal, vu comment il peut, on va dire, faire face à n'importe qui. Vu comment on le considère un peu, John Cena, comme le super-héros, le super Cena, celui qui peut sauver la veuve et l'orphelin, celui qui peut nous libérer du contre-pouvoir. C'est un petit peu vrai malgré les différents qu'il y a contre lui, mais sinon, c'est aussi un choix judicieux, vu comment il catch encore à plein temps. Même si certains auraient préféré Daniel Bryan, Dean Ambrose ou Roman Reigns, ou je ne sais pas qui c'est. Mais bon, il n'y a pas 36 solutions, comme j'ai dit. Malgré qu'il a tenté tous ses moves, John Cena, eh ben, il se fait quand même calmer par un stomp. Et que si je crois bien, même Dolph Ziggler s'est fait allumer. Ouais, je crois bien qu'il s'est fait allumer aussi par les membres de l'autorité. Ouais, parce que ça, c'était avant qu'il fasse le relais avec John Cena. Et que John Cena, ben, lui, fait le relais avec le Big Show. Oui. Jean-Michel Faceturn, en ce moment. Vu comment il fait son entrée, et on voit les trois qu'ils étaient prêts à passer à l'attaque. Tandis que le Big Show, ben, lui, il a armé son KO Punch. Et là, on se dit, si jamais il y en a un qui s'approche, il va se manger un KO Punch direct. Mais il y a une petite voix, oui, une petite voix en Big Show qui lui dit Big Show, je suis Jean-Michel Hilturn. Fais un Hilturn sur John Cena. Tout de suite. Bien sûr, c'est ce qui va se passer. Donc il voit John Cena se relever, il lui fout un KO Punch. Et on se dit, John Cena, il a eu tort de le mettre dans son équipe. Parce que à chaque fois, le Big Show va faire un heel turn contre lui. Donc c'est la pire des décisions possibles.
Et de toute façon, ça a été réel. Vu comment ce n'est pas la première fois que le Big Show il fait un heel turn sur John Cena. La première fois, c'est quand John Cena il avait combattu John Laurinaitis. Et lorsqu'il y avait le match quasiment en main, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Big Show, il est venu pour, on va dire, soi-disant porter main forte à John Cena, mais sauf que c'était juste pour le trahir en le donnant un KO punch. Ouais. Et ben là, il fait pareil, mais sauf que c'est pour rejoindre l'autorité. Lui qui, un premier temps, ne voulait pas bosser pour l'autorité, qui s'est senti moqué, humilié, traité comme une chose de destruction massive pour faire le sale boulot pour l'autorité, alors que on se rappelait qu'il pleurait comme un bébé, qui désobéit à ses supérieurs parce que il veut pas faire le sale boulot qu'on lui a demandé de le faire, et que là, ben, on se rend compte que c'était un complot et que c'était des mensonges, et qui nous a bien eu, vraiment qui nous a vraiment bien eu. Donc c'est pas sympa de trahir les gens, et pour ça, ben, c'est pour ça que je l'appelle Jean-Michel Hilton, et que c'est pas pour rien, car il a très bien porté son nom, et que à la fin, il serre la main de Triple H et il se casse. Tandis que Seth Rollins ben, ne réalisait pas encore de comment a-t-il pu bien se passer, et qu'il ne se pose pas de questions, il fait le tomber sur John Cena. Donc le capitaine de l'autorité fait le tomber sur le capitaine de la team Cena, donc John Cena également, donc lui-même en personne. Il fait le tomber, et là, oui, et là, c'est John Cena qui se fait éliminer, et que là, ils se rendent compte que à cause de lui, ben, ses coéquipiers, ben, ils vont se retrouver à la porte sans emploi. Et que si jamais l'un des membres perd, ben, ce sera de sa faute, vu comment il n'a pas été assez là pour eux. Et que là maintenant, ben, il ne reste plus que Dolph Ziggler. Lui qui est KO, qui n'en peut plus, qui est presque laissé pour mort. Donc il en pouvait carrément plus. Attendez. Et que si je me rappelle, John Cena se retourne une dernière fois dans le ring. Enfin, un dernier coup d'œil dans le ring en disant Dolph, j'espère que tu vas réussir. Car si jamais tu ne réussis pas, tout ça c'est ma faute. Et de toute façon, les différents et les enjeux seront contre John Cena. Et que c'est là où Triple H, ben, il observe Dolph Ziggler sous sa victime, comme si c'était ben, un mafieux. Vraiment, Triple H, il a vraiment un côté mafieux dans sa façon de voir ses victimes comme ça, en étant presque sans vie. On aurait dit un parrain. Donc c'est presque du Don Vito Corleone dans le texte. Et qu'après, ben, on se rappelle, ils vont s'amuser avec lui, que ce soit à l'extérieur du ring et dans le ring. Donc ils vont s'amuser, ils vont le torturer, ils vont le massacrer. Et que là, on se dit, ça y est, il est foutu. Hein. Je vois pas pourquoi il réussirait à s'en sortir, vu comment l'autorité a déjà gagné. Et franchement, à cette période-là, derrière notre télévision, on se disait, ça y est, ils ont gagné, c'est fini. Je vois pas comment ils réussiront à battre l'autorité. Et en plus, un truc que j'avais oublié de dire, c'est que l'autorité avait même radié Randy Orton. Vu comment Randy Orton il s'est retourné face à l'autorité, notamment en attaquant Seth Rollins avec un RKO, mais que après on sait bien que Triple H il a choisi son camp, il a préféré Seth Rollins que Randy Orton. Et du coup, ben, on ne le verra plus Randy Orton pendant un petit bon moment jusqu'en 2015. Mais bon, s'il aurait été dans l'autorité, ça aurait créé des étincelles. Peut-être, hein. Ou créer de l'engouement. Mais bon, de toute façon,
ils sont en train de s'amuser avec Dolph Ziggler, que ce soit Luke Harper ou Kane et Seth Rollins. Si je crois bien, celui qui va être éliminé en premier, je crois que ce sera Kane. Je pense, hein. Ou alors Luke Harper, je crois qu'il va... Je sais bien que Luke Harper, il va s'amuser beaucoup avec Dolph Ziggler, notamment en le faisant un big boot, un super kick, un powerbomb, tentative de clothesline, ou encore viens dans mes bras, je t'écrase. Mais que Dolph Ziggler, malgré vidé de toute son énergie, il trouve quand même un petit coup en réserve et un petit prise pour en finir. Si je crois bien, il lui fait un genre de petit paquet et il arrive à éliminer Luke Harper, même si Luke Harper, qui n'est pas content d'être se faire éliminer, eh bien, il lui donne un big boot. Et après, ben, on se dit, ça y est, il reste plus que 2 contre 1. Je vois pas pourquoi Dolph Ziggler va réussir à revenir dans le match. Même si Kane va beaucoup jouer avec lui, notamment avec des sidewalk slam, tentatives de choc slam, mais que là, Dolph Ziggler, il sait bien que c'est qui tout double. Il lui fait un super kick à Kane, un zigzag, et il élimine Kane. Et là, on se dit, oh putain, il a peut-être de l'espoir. Donc, malgré que peut-être qu'il sait qu'il va ressortir perdant, mais il veut, on va dire, qu'il remporte ou que si jamais il remporte pas, ben voilà, ce sera, on va dire, un petit peu la faute de John Cena, même si, encore une fois, John Cena n'est, on va dire, pas, on va dire, dans le coup de la licenciement des catcheurs. Je ne sais pas comment vous dire plus clairement, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre. Et du coup, ça se joue entre Dolph Ziggler et Seth Rollins. Et que Seth Rollins, il avait quasiment, je crois, pas beaucoup subi. En tout cas, je pense qu'il n'a pas beaucoup subi. Eh bien, lui, il perd pas de temps. Hein. Retournement, super kick. Et aussi, si je crois bien, il essaie de faire un rolling poker bomb. Et qu'il essaie de tenter pour le curb stomp. Mais Dolph Ziggler, ben, lui, il tente les super kicks. Tentative zigzag. Mais sauf que Seth Rollins ne va pas se laisser embarquer. Mais que après ça continue. Hein. Que ce soit même dans les cordes, je crois qu'il a voulu tenter un nouveau curb stomp. Mais que c'est là où Dolph Ziggler, ben, il fait un zigzag. Et là, on se dit, ça y est, il va remporter le match, c'est fini. Et que non, ils ont tiré l'arbitre du ring. Et du coup, l'arbitre, ben, il vend ben, l'attaque. Et c'est la J&J Security qui arrive pour tabasser Ziggler. Mais sauf que Dolph Ziggler, il se fait une pierre de coups. Un super kick sur Jamie Noble, un coup sur Joey Mercury. Il renvoie Jamie Noble sur Joey Mercury alors que Stephanie McMahon était aux abords du ring. Elle se reçoit ben, la J&J Security dans la figure. Et du coup, ben, elle est à l'extérieur, elle a mal. Voilà. Et après, si je crois bien, ben, Seth Rollins repart encore à l'attaque. Encore avec un rolling poker bomb. Il essaie à chaque fois le curb stomp. Mais là, super kick, zigzag, un ultime zigzag. Et là, ça y est, on se dit, ah, il faudrait que l'arbitre se dépêche parce qu'il faut un vainqueur. Et là, 1, 2, et non! Non! Triple H attaque l'arbitre. Et c'est là où il commence à retirer sa veste de costume et qui enchaîne les droites sous le front de Dolph Ziggler et qu'il attend que Dolph Ziggler se relève pour qu'il lui fait ben, un coup de la corde à linge. Et là, ça y est, on se dit, ça y est, ben, c'est terminé pour Dolph Ziggler. Il va perdre le match. Ça se sent, vraiment. Et que là, on se dit, au moins, Dolph Ziggler, il aura été courageux. Même s'il sera licencié, mais au moins, il a été courageux. Et que là, ben, il meurt en héros malheureux. Et c'est là où Triple H fait un pedigree. Et là, on se dit, c'est terminé. Je pense pas qu'il va se relever. Et que c'est à ce moment-là où Triple H, ben, il met le bras de Seth Rollins sur Dolph Ziggler. Il demande un arbitre. L'arbitre de l'autorité, Scott Armstrong, arrive pour faire le tomber. Mais à peine qu'il fait le compte de 2, eh ben, la musique de Sting retentit. Enfin,
Là, je spoil, hein, j'ai spoilé le nom. Mais une musique retentit, les bruits de corbeaux, oui, et une image assez troublant, assez énigmatique. Et là, on voit à l'écran le visage de Sting. Et là, on se dit, attends, on ne pensait pas le voir à la WWE. Vu comment c'est un catcheur 100% WCW qui a préféré de catcher à la TNA qu'à la WWE, là, on se dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et pourtant, si, c'est possible. Dans la vie, tout est possible. Donc, le Stinger, il fait son retour dans le monde du catch et début officiel à la WWE. Et là, on nous cite son palmarès. 6 fois champion du monde poids lourd de la WCW. Et, ouais, je crois bien c'est ça. 6 fois champion du monde poids lourd. Et pourtant, on ne pensait jamais le revoir catcher à la WWE, même s'il a fait que 2 matchs à la WWE. Je m'en rappelle très très bien, mais ça c'est une autre histoire. Mais des apparitions, il y en a fait des apparitions. Notamment, comme j'ai dit, il a signé à la WWE un contrat, et aussi que lors de WWE 2K15, il apparaît dans le jetpack, enfin, jetpack, dans le bonus pack du jeu, que ce soit Xbox ou PS4, ou PS3, Xbox 360, pour l'incarner dans le jeu 2K15. Je sais pas si j'ai dit 2K14, mais en fait c'est 2K15. Là où John Cena est dans le cover. Et lorsqu'il fait son entrée, ben, là, les gens pop. Je m'en rappelle, les gens ont popé quand il a fait son apparition. Même les téléspectateurs. Car j'avais vu les vidéos des téléspectateurs ben, concernant le retour et les débuts de Sting. Et ben, les gens étaient comme des dingues. Et qu'il en existe des vidéos connues des débuts et retours. C'est pas pour vous mentir, c'est une réalité. Et qu'on a bien apprécié et qu'on s'attendait vraiment pas à le revoir. L'arbitre, ben, il sort du ring, mais sauf qu'il se fait accueillir par une droite de Sting. Et là, la confrontation, le face-à-face entre Triple H et Sting. Qui aurait rêvé? Si il y a 20 ans ou 10 ans, on aurait pu avoir Sting contre Triple H, tout aurait été possible. Vu comment les deux se fixent sans se dire la moindre mot, à part un petit mot que j'ai vu des deux, et que les gens, ben, ils pop en disant, en scandant « This is awesome ». Ça, c'est génial. Et d'ailleurs, on s'y trompe pas. Et que Triple H, ben, il essaie de l'attaquer avec un coup de la corde à linge, mais sauf qu'il se prend un coup de pied dans l'abdomen. Et il se fait prendre par un Scorpion Deathlock. Donc, le reverse DDT. Et là, oui, Sting, il a frappé grâce à son dard empoisonné sur le roi des rois. Et que il retire le bras de Rollins pour mettre le bras de Ziggler pour qu'il remporte le match. Et d'ailleurs, l'arbitre va revenir en comptant le compte de 3. Et là, victoire de Dolph Ziggler, victoire de la Team Cena. Et que ça a été Dolph Ziggler le dernier survivant. Donc il a été un héros heureux, même si je disais que c'était un héros malheureux, mais là, il a été un héros vaillant, courageux, et il peut être fier de sa réussite. Et on ne peut pas dire, lors de ce show, que Dolph Ziggler, il n'a pas, on va dire, frimé ce coup-là. Là, il a vraiment étonné la galerie. Et qu'on ne pensait pas le voir vainqueur, franchement. Vraiment pas du tout. Il célèbre avec la foule, et après, à la fin, ben, il se fait, on va dire, prendre dans les bras par John Cena. Vu comment il sait bien que lors de ce match, Dolph Ziggler était quasiment mort, presque battu, et que là, il nous a prouvé que il a été vaillant, il a été un bon guerrier, alors qu'on ne s'attendait pas à le voir réussir, tout simplement. Donc, il a été très courageux. Il n'y a vraiment pas à dire, il a été courageux. Et que jamais, jamais au grand jamais, on a été autant à fond derrière Dolph Ziggler. Pourtant, on a été à fond derrière Daniel Bryan, derrière pas mal de catcheurs, mais aussi concernant Dolph Ziggler. Jamais, franchement jamais.
et qu'on a prouvé un peu dans l'apathie pour Dolph Ziggler parce qu'on reconnaît que ce mec, il a du talent. Mais bon, très belle victoire. Et à la fin, il ne reste plus que Triple H et Stephanie McMahon au centre du ring, tandis que les gens chantent na 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 hey 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 goodbye. Donc oui, ils doivent quitter la WWE. Alors que Triple H, ben, il s'énerve au centre du ring en se tirant quelques cheveux qui lui restent, même si on dirait qu'il va faire une sacrée gros crise de nerfs sans fin, qu'il est même prêt à tuer quelqu'un. Et que Stephanie McMahon, ben, elle crie. C'est vraiment un cri, on va dire, très aigu. L'air de dire qu'elle n'est pas très contente, qu'elle n'a pas souhaité ce genre de traitement. Et pourtant, si, c'est la stipulation. Donc, tu peux crier autant que tu veux, ça va pas, on va dire, sauver ton job. Et que là, ben, c'est la fin du show, tout simplement. Vraiment, c'est la fin du show. Incroyable. Vraiment, je vous dis, c'était incroyable. Peut-être que vous me direz que je suis fou, mais j'ai apprécié ce match. Donc j'ai été à fond dans le match. Jamais j'aurais été à fond dans un match d'un pay-per-view tel que Survivor Series. Honnêtement. Donc c'était incroyable. Et pour raison, ben, ce match-là, 4,80. 4,80. J'ai vraiment surkiffé. Et il était bon en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si jamais vous dites que le match est surcoté ou alors qu'il est pas si bon qu'on dit, vous êtes d'une mauvaise foi. Et ça, je n'apprécie pas ceux qui sont de mauvaise foi. Soyez honnête dans ce que vous dites parce que j'ai très bien adoré. Et que voilà quoi. Donc voilà, ça signifie le retour et début de Sting et la fin de l'autorité. Tandis que John Cena, ben, lui, il a le pouvoir entre ses mains, même si lui, il n'a jamais souhaité de se comporter comme un véritable patron, vu comment il n'est pas fait en tant que patron. Il a le sort entre ses mains, on le sait, en plein match, il avait le sort de ses partenaires entre ses mains, et que là maintenant, il a le pouvoir entre ses mains, et que c'est lui qui aura le dernier mot, si oui ou non, il souhaiterait d'accepter ou pas de faire revenir l'autorité. Donc c'est simple. Et je crois que j'ai déjà assez tout dit, donc pour ce qui est les matchs bonus, ouais, ce qu'il y avait dans le bonus, les scènes et promo, parce qu'il y avait pas mal de scènes et promo également, l'ensemble, vu comment j'ai adoré ce Survivor Series, pour moi, je vais vous dire un truc, je n'ai pas le choix de le mettre ben, au niveau de 4,90 ou 5. Ouais, je pense que je vais le mettre un 5. Peu importe ce que vous me direz, même si la plupart des matchs étaient un peu moyens, mais sinon j'ai adoré le main event car ça m'a fait vraiment beaucoup vibrer et que je ne suis pas en train de vous mentir. Donc pour moi, un 5, c'est mérité pour ce show. Et que ça a été pour moi l'un des plus excellents. Donc cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous aura plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.